En France, on parle de PISA la semaine où les résultats sont publiés et tout le temps sous la forme d'un palmarès. Et on constate que la France est mal classée et on dit qu'elle est mal classée alors qu'elle est en fait dans la moyenne, un peu au-dessus ou un peu en dessous de la moyenne, plutôt un peu en dessous, mais autour de la moyenne, enfin dans le peloton moyen. Et on n'arrête pas de stigmatiser cette position et on ne retient de PISA que la dimension palmarès, c'est-à-dire classement. Bon. Or, c'est de loin la dimension la moins intéressante dans PISA parce que les écarts ne sont pas très forts entre les pays et en gros, la France est dans un peloton central moyen, un peu au-dessus, un peu au-dessous. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'il y a de plus intéressant. Et surtout, une fois si vous voulez, la vague médiatique passée, on n'en parle plus. Et ça ne donne lieu à aucune investigation et surtout à aucune correction de tir. C'est-à-dire qu'on dit, bon, c'est de plus en plus mauvais, ou ça baisse, etc., et puis stop. Bon. Et ça diffère énormément de certains pays comme le Japon, l'Australie, le Canada, l'Allemagne même, très proche de nous, qui, quand les résultats sont mauvais ou inférieurs d'une vague de PISA à l'autre, c'est-à-dire de 2003 à 2000 ou de 2006 à 2003, il y a immédiatement interpellation, discussion et discussion approfondie via les médias d'ailleurs, mais les médias servent d'aiguillon et je veux dire, tout le monde en parle, essaye de comprendre pourquoi et surtout de corriger. Rien de tel en France. Il y a une cécité complète de nos dirigeants, quels qu'ils soient, de gauche ou de droite, à l'égard de ces résultats. Et il y a toujours cette fameuse idée que la France a le meilleur système scolaire du monde et que ces mesures et ces évaluations qui sont plutôt de type anglo-saxon ne s'appliquent absolument pas à notre système qui serait d'une originalité extraordinaire. C'est faux. PISA nous apprend que notre système scolaire est extraordinairement élitiste et que ce qui fait sa faiblesse, c'est le grand écart qui existe entre les meilleurs, les élites, qui ne sont d'ailleurs pas très nombreuses, qui sont beaucoup moins nombreuses en tous les cas que certains pays qui, je veux dire, courent en tête des palmarès de PISA, comme la Finlande, le Canada, l'Australie, le Japon, mais surtout par une queue de classe énorme. Bon, et les écarts sont extrêmement forts. La France est l'un des pays, sinon le pays, où les écarts de performance, de résultats scolaires, d'acquisition entre les élèves originaires des classes sociales favorisées et ceux des classes sociales défavorisées est le plus large. Bon, c'est-à-dire que c'est l'une des écoles les plus injustes socialement et les plus inefficaces scolairement. C'est un constat terrible, qui est beaucoup plus intéressant que le palmarès. C'est-à-dire que quelles sont les raisons pour lesquelles on est placé là, compte tenu qu'il s'agit de pondération, etc., et de choses compliquées. Mais les raisons principales, c'est que l'école française est une école qui, pour bien fonctionner, implique qu'il y ait des familles cultivées derrière chaque élève qui lui fassent 60% du boulot. Si vous voulez, c'est toujours le problème. Nous, on a commencé à le signaler dès le début des années 70. C'est le problème de l'école de masse qui est extrêmement maltraitée en France. C'est-à-dire qu'on sait à peu près former des élites, à partir des élites et des enfants des élites. Par contre, là où la France a beaucoup de difficultés, c'est d'organiser une scolarité de masse, de qualité, pour l'immense majorité des enfants d'origine populaire. Bon. Et il y a en France une forte opposition, une sorte de décalage, de contradiction entre la formation des élites et la formation des masses. Et on pense que c'est absolument incompatible, c'est-à-dire qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Si on choisit l'élite, bon, on forme moins les masses, mais si on ne choisit que les masses, on forme moins l'élite. Et ça, c'est beaucoup plus grave pour tout un ensemble de leaders d'opinion. Et ce que montre, et c'est extraordinaire, c'est un résultat totalement nouveau, les évaluations de PISA, c'est que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que les pays qui ont des systèmes scolaires
performants, c'est des mots, je veux dire, compliqués pour dire que ce sont des pays qui parviennent à faire assimiler à l'immense majorité de leurs élèves, d'une génération, les acquis fondamentaux en matière de lecture, en matière de calcul, en matière de maîtrise de l'écrit, en matière de culture scientifique. Bon. Et ces pays, comme la Finlande, le Japon, l'Australie, enfin, il y en a d'autres, se caractérisent par le fait que les écarts sont extrêmement minces entre les meilleurs et les moins bons. C'est-à-dire que la formation de l'élite, d'une élite forte et étoffée, va de pair avec une formation de grande qualité assurée à l'immense majorité des élèves. C'est-à-dire que formation de masse et formation d'élite vont de pair, et vous n'avez une bonne élite que si vous avez une masse très très bien formée. Il y a une époque où la sociologie de l'éducation était lue par les enseignants, par beaucoup, et réfléchi, critiqué aussi, en disant de quoi vous mêlez. Enfin, je veux dire, on a eu des... Après la publication 71 de l'école capitaliste en France, avec établi en 2 ans ou 3 ans, on a fait à peu près 105 ou 110 réunions dans toute la France, dans un tas d'endroits, avec des enseignants, des collègues, etc., du primaire, du secondaire, dans des préaux d'école, dans des mairies, dans des associations, enfin partout, etc. Oui, c'était un enjeu très polémique aussi, c'est-à-dire qu'on en a pris plein la figure, enfin, mais c'était intéressant, c'est-à-dire qu'on partageait tous, et les enseignants qui nous invitaient aussi, le souci qu'il fallait améliorer l'école, la rendre plus juste, que c'était un enjeu national, collectif, etc. Bon. Et puis, progressivement, il en est advenu, si vous voulez, des découvertes de la sociologie de l'éducation comme une sorte de fatalité. C'est-à-dire que les déterminants sociaux de l'échec scolaire, etc., sont devenus une fatalité comme l'étaient auparavant les dons. L'idéologie du don, c'est-à-dire on disait, il y a des élèves doués, des autres non doués, et qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez, on n'y peut rien, c'est dans le cerveau, il y a la bosse des maths, enfin, c'est des données organiques et naturelles. Et très vite, très très vite, autour des années 75, avec les premiers chocs pétroliers, il y a eu une sorte de fatalité, c'est-à-dire, ah ben oui, les sociologues ont montré que les enfants d'origine scolaire, et puis voilà, on n'y peut rien. Nous, on n'y peut rien. C'est la famille, c'est le milieu social, c'est le chômage, c'est Citroën, c'est Peugeot, enfin je veux dire, etc. Et à ce moment-là, c'est devenu une sorte de routine, et puis tellement routinière qu'on ne lit plus, ça ne les intéresse plus, et on n'y peut rien. Et il y a une sorte de résignation à la fatalité des déterminismes scolaires. Alors, on est en grande partie responsable de ça, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas assez montré quelles étaient les marges de liberté, les marges d'action. Hein. Je veux dire, on a notre part aussi de responsabilité dans ce domaine-là. Mais c'est quand même comme ça que c'est reçu. Alors, on a pensé qu'avec le choc là, des résultats de PISA est quand même assez fort. Et il y a on a été à nouveau invité, beaucoup, avec énormément de réunions. Et bon, alors on ne sait pas ce que ça va faire. Mais on a encore de l'espoir, beaucoup. Le constat qu'on a fait dans notre bouquin n'est pas du tout pessimiste, hein, il n'est pas du tout résigné. C'est-à-dire que certains pays ont réussi à montrer qu'il n'y avait pas de contradiction entre la formation des élites et la formation des masses, et que la formation des élites était d'autant meilleure que celle des masses était plus forte. Bon, inspirons-nous de ça.